Le directeur de la banque a fait attendre le PDG noir pendant 2 heures. Son expression a changé dès l'entrée des membres du conseil d'administration. Il y a des moments où le pouvoir ne vient pas d'un titre, mais d'un simple regard, d'une attitude et des secondes de silence passées à attendre dans une salle luxueuse. Vivian Carter, PDG noir d'un cabinet de conseil financier, est arrivé à la Highland Crest Bank avec une foi inébranlable dans le professionnalisme et l'équité. Au lieu d'être accueillie comme une associée à part entière, elle a dû patienter près de 2 heures, rendue invisible par des procédures froides et des escaliers biaisés. Tout a basculé dès l'instant où les portes de la salle de réunion se sont ouvertes et que les membres du conseil sont entrés, révélant ainsi la véritable autorité. Celui-là même qui avait manipulé toutes les règles. Le directeur de l'agence s'est soudain figé, confus et troublé, lorsqu'il a réalisé que l'étranger qu'il avait mis à l'écart était précisément celui que personne dans le système ne pouvait se permettre d'ignorer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un contrat de prêt. C'est un cheminement vers le respect, vers le réveil d'un système qui se croyait autrefois intouchable, et un rappel que la véritable reconnaissance est une chose que nous devons exiger pour nous-mêmes. Sous le soleil brûlant de midi à Houston, la circulation s'écoulait devant d'imposants gratte-ciel de verre, reflétant un ciel radieux de début d'été. Sur le trottoir pavé, les talons de Vivian Carter claquaient avec détermination et fierté. C'était une femme qui avait conquis le monde de la finance à maintes reprises, mais qui ressentait encore le poids de devoir faire ses preuves à nouveau, à cause de sa couleur de peau. Les portes vitrées automatiques de la Highland Crest Bank s'ouvrirent, la propulsant dans un autre monde, où chaque centimètre carré dégageait une puissance glaciale et inexprimée. L'air devint instantanément frais, imprégné d'un parfum d'expresso, de cuir neuf de canapé design, d'une touche de cirage pour fauteuil et d'une légère trace de parfum. Ces subtils rappels marquaient un lieu où les clients étaient censés connaître leur place. Le vaste hall d'entrée s'élevait au-dessus de nos têtes, avec ses lustres en cristal projetant une lumière froide et lointaine. Des rangées de bancs en cuir, des plantes luxuriantes près des grandes fenêtres et des panneaux de bois sombre reflétant une douce lumière ambrée créaient une atmosphère à la fois majestueuse et inhospitalière. Au loin, le claquement régulier des chaussures en cuir sur le marbre résonnait, tandis que des groupes d'employés en chemise et cravate blanche impeccable murmuraient sur leur iPad une confiance apparemment ancrée dans l'espace. À la réception, Vivian croisa le regard froid de Melissa Stone. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, son rouge à lèvres nude soulignant son professionnalisme impeccable, sa posture incarnant l'hospitalité haut de gamme d'une banque. Melissa lui offrit un sourire poli mais vide, son regard scrutant brièvement les cheveux bouclés de Vivian, son tailleur caramel et ses talons noirs Mao, une évaluation méticuleuse de quelqu'un jugé en quelques secondes. Bienvenue à Highland Crest. Avez-vous un rendez-vous? Les mots étaient courtois, mais le ton trahissait l'indifférence. Vivian posa son sac à main en cuir sur le comptoir et lui rendit son sourire. Je suis Vivian Carter. J'ai rendez-vous avec Monsieur Marcus Kramer à 11 heures. Melissa consulta son écran, tapa quelques touches, puis hocha la tête presque imperceptiblement. Oui, votre nom est là. Veuillez vous asseoir. Monsieur Kramer vous recevra bientôt. Il n'y eut aucun accueil chaleureux, aucune offre d'eau, aucune courtoisie sincère à laquelle elle s'attendait lors d'une réunion d'un tel niveau. Melissa se contenta de désigner la salle d'attente et se concentra à nouveau sur son écran, comme si Vivian n'était qu'un nom parmi d'autres dans une longue liste, méritant à peine une attention particulière. Vivian prit une profonde inspiration, étouffant une pointe de déception. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à ce traitement, et ce ne serait pas la dernière. Mais aujourd'hui, elle résolut de ne pas se laisser abattre par cet accueil glacial. Elle s'installa sur l'un des bancs en cuir et observa silencieusement l'opulence qui l'entourait. Chaque regard oblique, chaque prisme de cristal, chaque salut répété répondait à un code tacite, ici, tout le monde n'a pas vraiment sa place. Vivian posa doucement son sac à main et choisit un siège près de la grande baille vitrée, où le soleil du début de l'été filtrait obliquement à travers la vitre, dessinant des motifs lumineux nets sur le sol en pierre polie. C'était comme si le temps s'était figé entre deux mondes. Dehors, la chaleur et l'agitation persistaient, tandis qu'à l'intérieur régnait un silence contrôlé où chaque mouvement était surveillé et chacun observait les autres. Elle se força à rester calme, mais son regard ne cessait de dériver vers de petits groupes de personnes discutant dans le hall, rires discrets, conversations feutrées sur les actions et les investissements de plusieurs millions de dollars, appels téléphoniques, négociations d'accords. Tout cela donnait l'impression d'être privilégié. Hommes et femmes portaient des costumes impeccables, des cravates parfaitement nouées, des montres de luxe et les cheveux plaqués en arrière avec du gel. Ils parlaient un langage secret propre à l'élite, suffisamment pour que quiconque découvrait ce milieu se sente comme un étranger. Jetant un coup d'œil à sa montre,
Vivian vit qu'il était 10h45. Elle arrivait toujours en avance, surtout là où une seule minute de retard pouvait être qualifiée de manque de professionnalisme. Elle était fière de sa ponctualité. En tant qu'entrepreneuse, elle avait bâti sa réputation sur les moindres détails, consciente que dans ce monde de pouvoir, chaque seconde était une nouvelle bataille à prendre au sérieux. Mais les minutes s'éternisaient. 11h, 11h05, 11h15, 11h30. Des rayons de soleil s'étendaient sur le sol, rappelant que le temps était impitoyable. Personne ne l'appelait. Personne ne lui donnait de nouvelles. Mélissa, la réceptionniste blonde, restait à son bureau, affichant une froide efficacité, jetant de temps à autre un regard vide et indéchiffrable à Vivian. Chaque fois que le bruit de pas résonnait dans le hall, le cœur de Vivian bondissait, pour retomber lorsqu'on faisait signe aux visiteurs de passer, sans qu'on l'envoie la chercher. Pendant ce temps, les privilèges affichés devenaient impossibles à ignorer. Un homme blanc d'âge moyen en costume gris arriva et, quelques secondes plus tard, reçut un sourire chaleureux de Mélissa. Il fut ensuite escorté dans les bureaux par un autre membre du personnel. Puis, une femme blonde bien habillée, vêtue d'une robe de créateur, sac Prada à la main, fut accueillie avec une courtoisie bienveillante. Aucun rendez-vous n'était demandé, aucune attente n'était requise. Elle apparut simplement, et les règles disparurent. Deux jeunes hommes, élégamment vêtus, entrèrent ensuite en plaisantant avec la réceptionniste comme des habitués. À peine avaient-ils signé la liste d'attente que quelqu'un les conduisit à l'intérieur. Dans un autre coin, un couple blond discutait joyeusement avec Mélissa, puis fut emmené, laissant le siège de Vivian intact sous la lumière crue du hall. Le sentiment d'être rendu invisible s'insinua dans l'esprit de Vivian, plus froid encore que la climatisation de la banque. Elle avait déjà supporté des poids pareils et s'était toujours dit qu'elle s'était habituée à une telle indifférence polie. Mais aujourd'hui, entourée de gens qui ne lui ressemblaient en rien, et confrontée à un refus aussi flagrant, sa poitrine se serra, un mélange de colère et de douleur lacérant. Dehors, le soleil continuait de briller sur les tours de verre de Houston, mais à l'intérieur de Highland Crest, la lumière ne faisait que souligner le fossé entre les élus et ceux qui, comme elle, étaient contraints d'attendre, chaque regard, chaque sourire vide, même l'indifférence de Mélissa. Ce n'étaient pas des manies personnelles. C'était le visage d'un système qui triait les clients sur la seule première impression. Vivian resserra sa prise sur la bandoulière de son sac et se redressa, le regard fixe. Elle se jura de ne pas partir et de ne laisser personne voir la fatigue adoucir son expression. Ici, même un soupir pouvait être interprété comme une faiblesse. Pourtant, au fond d'elle, une graine de défi avait germé. Aujourd'hui, elle a décidé que son silence ne la rendrait plus invisible. Plus elle restait assise, plus Vivian sentait le temps défiler à Highland Crest Bank comme nulle part ailleurs. C'était comme si le temps était un liquide épais et visqueux, avançant lentement à chaque pas de l'horloge et alourdissant chaque pensée. Elle jeta un coup d'œil dehors. Le soleil d'été commençait à baisser, les nuages projetant de longues ombres changeantes sur le trottoir. À l'intérieur, cependant, l'air restait si glacial qu'il la paralysait presque. Vivian se mordit la lèvre, ravalant son malaise. Depuis le début de sa carrière, elle avait appris à garder son sang-froid dans les sphères du pouvoir, mais le froid qui régnait ici mettait sa patience à rude épreuve. Ce n'était pas la froideur brutale de l'honnêteté, c'était une politesse creuse et robotique ou douce en apparence mais vide à l'intérieur, une armure silencieuse d'autorité. Finalement, n'y tenant plus, Vivian se leva et se dirigea vers la réception. Quelques têtes se tournèrent, mi-surprise, mi-dédain, comme si elle avait enfreint une règle tacite de cet endroit. « Excusez-moi » dit-elle d'un ton égal, aussi poliment que possible, malgré le battement de son cœur. « Monsieur Marcus Kramer a-t-il été informé que j'attends toujours ?» Mélissa ne leva pas les yeux de son écran. Ses doigts voletaient sur le clavier, comme occupés par quelque chose de bien plus important que la présence de Vivian. « Il est en réunion, on se voit bientôt » répondit-il sèchement. Pas une syllabe de trop, pas un sourire ni une marque de sympathie. Vivian prit une profonde inspiration. « Pourriez-vous me donner une estimation plus précise » insista-t-elle. L'expérience lui avait appris que les promesses sans détail étaient vaines dans des endroits comme celui-ci. Mélissa haussa les épaules, les yeux rivés sur l'écran. « Je ne sais pas. Ça ne devrait pas tarder. » Juste 4 mots, prononcés avec la désinvolture d'une brise. Mais ils frappèrent Vivian comme un coup de poing, une réponse dédaigneuse, à la fois excuse et rejet, sans même faire semblant de s'en soucier. Derrière ce vernis de courtoisie, Vivian perçut le message clair, « Tu n'es pas assez importante pour que je m'en préoccupe. »
Le ton de Mélissa n'était pas un hasard. Il était le fruit de personnes formées à trier les clients selon des critères invisibles. Pour elle, la politesse ne consiste pas à accueillir, mais à tracer des lignes et à maintenir le pouvoir. Pas de colère, pas d'insulte, il s'agit simplement d'enfouir discrètement la présence de quelqu'un dans un brouillard de bienséance et d'activité. Vivien resta immobile un instant, réalisant qu'elle était devenue partie prenante de leur jeu, un jeu sans règles claires, où l'exclusion silencieuse se cachait sous couvert de procédure et de civilité. Elle croisa le regard de Mélissa, cherchant une étincelle d'empathie, mais ne trouva qu'un mur d'indifférence froide. De retour à sa place, Vivien sentit non seulement le temps s'étirer, mais aussi elle-même s'étirer, comme si plus elle attendait patiemment, plus elle se réduisait face à une machine alimentée par la discrimination. Chaque « bientôt » lui semblait un doux piège destiné à la maintenir enfermée hors de la porte du véritable respect. Puis quelque chose en elle changea, où une pensée résolue prit racine. Elle n'accepterait plus d'être une victime polie. Malgré son calme apparent, les yeux de Vivien brûlaient désormais de détermination. Ce silence prendrait fin, et si nécessaire, elle serait celle qui le briserait. Le sentiment d'être prise au piège de la politesse bouillonnait encore dans l'esprit de Vivien. Soudain, tout lui parut brutalement exposé ou impossible à ignorer sous la moindre excuse bidon, comme un emploi du temps chargé. Le cliquetis des talons sur le sol en marbre résonnait dans le hall, attirant les regards curieux de Vivien et de tous les autres. Une femme d'âge mûr entra, ses cheveux blonds ondulant doucement, sa peau de porcelaine resplendissant sous sa parfaite robe fourreau en velours bleu marine, un sac Chanel crème drapé gracieusement sur son coude. Son visage s'illumina d'un sourire radieux tandis qu'elle discutait au téléphone d'une voix débordante de raffinement et d'aisance mondaine. L'énergie dans la pièce a changé, juste un peu plus vivante, un courant sous-jacent de différence. Mélissa, la même réceptionniste qui s'était montrée glaciale envers Vivien, se transforma instantanément. Elle se redressa, d'un ton chaleureux, comme si elle saluait une star hollywoodienne. « Bonjour, Madame Lancaster. » Le hall entier sembla s'arrêter. Les conversations s'étaient tues. Vivien aperçut de brefs regards d'admiration et une pointe d'envie adressée à la blonde. Barbara Lancaster n'eut pas besoin de répondre. Elle acquiesça simplement et reprit son appel. Personne ne se hérissa. Au contraire, il semblait presque honoré de la servir. En quelques secondes, un jeune employé est apparu à ses côtés, lui offrant un sourire courtois. « S'il vous plaît, Madame Lancaster, la salle de réunion est prête. Monsieur Matthews vous attend. » Madame Lancaster le remercia, adressa un sourire gracieux à Mélissa et se glissa devant la sécurité dans le couloir VIP. Personne ne lui a demandé si elle avait un rendez-vous. Aucune pièce d'identité n'a été vérifiée. Aucune signature de livre d'or n'a été requise. Les portes se sont ouvertes comme par magie, juste pour elle. Vivien observait, sentant un seau d'eau glacée submerger sa fierté. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était un douloureux rappel qu'ici, les règles ne s'appliquent qu'aux personnes qui le méritent. Elle jeta un coup d'œil à son propre fauteuil en cuir, seul sous une bande de soleil qui projetait une longue ombre solitaire, et se sentit réduite à rien de plus qu'une figurante, une spectatrice dans cette performance séculaire. L'attitude de Mélissa avait complètement changé. Là où, quelques instants plus tôt, elle s'était montrée brusque avec Vivien, elle était désormais attentionnée et prévenante envers Madame Lancaster. Chaque petit geste du rangement des papiers à l'inclinaison de la tête exprimait un désir de plaire. Vivien ne parvenait pas à se défaire des précédentes réponses dédaigneuses de Mélissa, « Il te verra bientôt, je ne suis pas sûre, ça ne devrait pas tarder. » Elle se demandait si tout changerait vraiment si elle avait juste la peau plus claire, un autre sac à main, une autre coiffure. Une vague de colère mêlée d'humiliation et d'impuissance monta dans sa poitrine. Elle pensa que cette courtoisie glaciale, cette soudaine déférence envers ceux qui appartiennent à la famille, était la barrière invisible que des millions de personnes comme elle affrontaient chaque jour. Et elle savait que si elle restait silencieuse, ces barrières perdureraient, soutenues par des sourires polis et des promesses vides comme celles qu'elle venait d'entendre. Vivien expira doucement, mais une nouvelle flamme s'alluma dans ses yeux. À cet instant, elle décida qu'aujourd'hui, elle ne partirait pas en silence. Pas cette fois. Tandis que Barbara Lancaster avait disparu derrière la vitre dépolie, dans un royaume où le pouvoir et les privilèges appartenaient à quelqu'un d'autre, Vivien, elle, était toujours assise à la même place. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. L'aiguille des minutes venait de dépasser les 5. Il était minuit 5. La moitié de la matinée était écoulée. Dehors, Houston semblait reprendre vie, mais à l'intérieur du hall de la Highland Crest Bank,
le monde restait figé pour elle. Le bruit vif de la climatisation, les silhouettes flottant sur le sol en marbre, le murmure lointain des conversations sur les contrats et les actions, et le clic régulier des claviers, tout cela semblait avoir été orchestré pour quelqu'un d'autre. À présent, la salle d'attente était vide, à l'exception de Vivien. Les hommes en costume gris, les femmes blondes habillées par des créateurs, les clients spéciaux, tous avaient été accueillis ou avaient terminé leur démarche depuis longtemps. Elle seule restait, et un silence si oppressant qu'il semblait étouffant. Dans ce silence, tous les sens de Vivien s'éveillèrent. Elle entendait le claquement précis des talons hauts, le léger frottement des fauteuils en cuir au guichet et, plus particulièrement, les voix chuchotées juste derrière le comptoir de la réception. Pour Madame Lancaster, c'est toujours une exception, a lancé une jeune employée, mi-plaisante, mi-sérieuse, derrière le bureau de Mélissa. Une voix masculine plus grave répondit avec une pointe d'ironie, « Qui peut leur en vouloir ? N'importe qui avec son profil serait la priorité absolue de n'importe quelle banque. » Des rires s'ensuivirent, puis s'estompèrent lorsqu'ils réalisèrent que Vivien était toujours là, silencieuse mais reconnaissable entre toutes. Un silence qui les forçait à la voir, même s'ils ne le voulaient pas. Vivien se tourna lentement pour croiser leurs regards, mais ils détournèrent tous les deux le regard, faisant comme si rien n'avait été dit. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle en avait assez entendu pour savoir que les véritables règles ici n'étaient pas écrites sur les bons de rendez-vous ni sur les panneaux, le client avant tout, disséminés dans le hall. Les règles résidaient dans ces hochements de tête tacites, ces sourires polis réservés à quelques élus dans un soft power exercé par l'indifférence et le mépris froid. Elle se tourna vers Mélissa Stone, désormais parfaitement impassible. Mélissa se redressa, les épaules détendues, les doigts glissant sur le clavier, mais son regard suivait les costumes de créateurs qui passaient avec une appréciation calculée. Lorsqu'ils jetèrent un regard à Vivien, leurs yeux étaient vides, ne révélant ni gêne ni remords, seulement l'indifférence de ceux qui ont l'habitude de faire sentir aux autres qu'ils n'ont pas leur place. Vivien ressentit cette exclusion plus vivement que jamais. Elle n'était pas oubliée, elle avait été consciemment exclue. À chaque minute qui passait, une vague de colère montait dans sa poitrine, mêlée d'humiliation, de honte et d'une amertume qu'elle pensait avoir depuis longtemps dépassée. Son esprit retomba sur son enfance dans la campagne texane, se remémorant la première fois où elle avait remarqué un regard las à cause de sa peau et de l'avertissement sévère de sa mère, « Si tu veux le respect, il te faudra 2 fois plus d'efforts, 3 fois plus de patience et 10 fois plus de courage. » Pourtant, aujourd'hui, Vivien réalisait que les efforts et la patience ne suffisaient plus. Certains systèmes étaient conçus pour ne jamais lui accorder l'équité, malgré tous ses efforts. Ici, la discrimination ne s'exprimait ni en paroles ni en actes. Il s'agissait plutôt d'une force silencieuse, alimentée par une négligence polie et une préférence sélective pour certains clients. Prisonnier de ce silence, on pourrait presque croire qu'il ne méritait pas mieux. Mais une vague de fureur vertueuse s'enflamma en Vivien. Elle aperçut son reflet sur le sol brillant, les manches légèrement froissées de son tailleur, ses lèvres sèches et son regard las après 1 heure et demie d'invisibilité. Chaque nerf de son corps était chargé de colère non seulement pour elle-même, mais pour les centaines de milliers de personnes mises à l'écart par des mains courtoises comme celle de Mélissa, par les congédiements glaciaux de Marcus Kramer, et par la complicité silencieuse de tous ceux qui, voyant l'injustice, détournaient le regard. Prenant une profonde inspiration, Vivien se força à se redresser, comme pour repousser le poids invisible qui semblait peser sur tout le hall. Mais cette fois, ses yeux n'exprimaient plus l'endurance. Ils brillaient d'une résolution farouche. Elle refusait de laisser ce jour et les innombrables trahisons silencieuses qui l'avaient précédé la rendre invisible. Doucement, elle se leva et s'éloigna, refusant que le sourire de Mélissa soit réservé à la prochaine privilégiée, Barbara Lancaster, qui deviendrait un simple mur invisible de plus dans cette banque. Jetant un coup d'œil à son téléphone, Vivien remarqua qu'il n'y avait ni SMS ni alerte de la banque. C'était comme si son existence avait été effacée de tous les systèmes. Outrée, elle ne put rester assise une seconde de plus. Ça suffit, se dit-elle. Il était temps de rompre le silence. En parcourant le vaste hall froid, Vivien observa les tableaux classiques, les plantes soigneusement taillées et les visages qui se levaient et s'abaissaient, comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre soigneusement mise en scène pour souligner que le véritable pouvoir ici n'appartenait qu'à une poignée d'élus. Tous les autres n'étaient qu'une ombre flottante, attendant, espérant et parfois abandonnant. Mais Vivien n'était pas née pour abandonner. Chaque fibre de son être s'éveillait. Elle savait que s'éloigner maintenant ne ferait qu'ajouter une nouvelle blessure à sa dignité. Pourtant, en restant, elle reprendrait non seulement sa place légitime, mais forcerait aussi ce système tout entier à affronter sa propre réalité inconfortable.
Elle se leva, redressa son blazer et se dirigea résolument vers la réception, le regard fixé sur Mélissa, l'incarnation même de l'autorité indifférente quelques instants plus tôt. Les bruits ambiants du hall semblèrent s'apaiser, ne laissant que l'écho des talons de Vivien, égalant les battements de son cœur. Les murmures derrière elle cessèrent, comme si tout le monde attendait de voir ce qu'elle allait faire. Il était temps que le mur invisible parle. Le bruit régulier de ses talons résonnait sur le sol de pierre froide, se mêlant au silence prolongé du vaste hall, ni impulsif, ni paniqué, mais nourri par des années de détermination, né du fait d'avoir été ignoré, relégué à l'écart et contrainte de choisir, l'accepter ou parler. Vivien se dirigea à grands pas vers le couloir menant au bureau de la direction. La porte en verre dépoli se dressait silencieuse et imposante, telle une muraille à la frontière de l'autorité réelle, où chaque règle était conçue pour exclure ceux qui n'y avaient pas leur place. Mais aujourd'hui, Vivien refusait de se laisser freiner par ses vieilles blessures et son orgueil. Chaque pas qu'elle faisait confirmait ses prétentions. Elle était là pour revendiquer sa place, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les voix comme la sienne qui l'attendaient. Mélissa comprit aussitôt son intention. Le visage habituellement indifférent de la réceptionniste s'illumina d'une surprise sincère. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer, dit-elle, mais ses paroles s'estompèrent tandis que Vivien continuait d'avancer, sans un regard en arrière ni une pause. Vivien pencha simplement la tête et lança un rapide coup d'œil à Mélissa au signe évident que les refus habituels ne fonctionneraient plus aujourd'hui. La porte vitrée s'ouvrit brusquement, révélant une étendue silencieuse de murs lambrissés de bois sombre qui absorbait la lumière. Un couloir recouvert de moquettes grises s'étendait jusqu'au fond. Chaque porte portait une plaque signalétique en laiton étincelant sous la douce lueur jaune d'un éclairage encastré. Le seul bruit était le faible bourdonnement du climatiseur, comme s'il soupirait doucement aux côtés de Vivien. Elle ralentit le pas et scruta le couloir. Combien de fois avait-elle été conduite par une entrée secondaire, sommée d'attendre un instant, ou reléguée dans une petite salle de conférence, sans jamais oser pénétrer au cœur du pouvoir? Un frisson d'appréhension et de défi la submergea. Parfois, pour briser le système, il faut être le premier à enfreindre les règles. Au bout du couloir, une plaque polie indiquait « Marcus Kramer, directeur d'agence ». Vivien marqua une pause, lissa le col de son blazer et prit une profonde inspiration. Elle frappa ni trop fort, ni trop doucement, juste assez pour dire « Je suis là, et je le mérite ». À l'intérieur, Marcus Kramer leva les yeux. Ses yeux bleu-gris acier reflétaient la lueur de l'écran de son ordinateur portable. Il portait un costume bleu marine foncé, ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés. Il se penchait en avant, comme un homme habitué à contrôler chaque détail de son domaine. La surprise mêlée d'agacement se lisait sur son visage. De toute évidence, il n'était pas habitué à voir quelqu'un entrer comme ça. Vivien entra délibérément, ferma la porte derrière elle et ne le quitta pas des yeux. À cet instant, deux mondes se heurtèrent. D'un côté, le représentant du système. De l'autre, quelqu'un qui connaissait trop bien l'exclusion de ce genre de salle, mais qui refusait aujourd'hui de jouer ce rôle. Monsieur Kramer retira sa main du clavier et releva la tête. Sa voix était mesurée, mais teintée d'irritation. « Mademoiselle Carter, je ne pense pas que vous auriez dû entrer sans y être invitée. » Vivien soutint son regard et parla fermement, sans baisser la voix. « J'attends depuis bien trop longtemps, monsieur Kramer. Je crois avoir le même droit que n'importe quel autre client de vous rencontrer à l'heure convenue. » Marcus fronça les sourcils. Il feuilleta les papiers sur son bureau comme s'il cherchait une excuse. « Mon emploi du temps est très chargé aujourd'hui. Si tu pouvais patienter encore un peu. » Vivien l'interrompit en insistant sur chaque mot, « J'ai été patient pendant plus d'1 heure et demie. » Elle insista sur la durée non pas pour se plaindre, mais pour lui rappeler que, dans le monde réel, chaque minute d'attente blesse la dignité de quelqu'un qui connaît sa valeur. Marcus croisa son regard et reconnut non pas une supplication, mais une volonté inflexible. À cet instant, la pièce sembla se figer. La climatisation, les plafonniers, et même ses justifications répétées se turent. « Très bien, mademoiselle Carter, » dit-il en ravalant un soupir et en retrouvant son calme. « Veuillez vous asseoir. » Vivien s'est déplacé vers la chaise en face de lui, non pas parce que Marcus lui en avait donné la permission, mais parce qu'elle revendiquait son propre espace. Elle posa sa mallette sur le bureau et déposa ses dossiers devant elle, sans quitter le directeur de l'agence des yeux. À cet instant chargé, Vivien comprit qu'elle avait transgressé une règle. N'étant plus guidée par le système, elle réécrivait aujourd'hui les règles, revendiquant son droit d'exister, d'être vue et traitée équitablement.
Elle ne représentait pas seulement elle-même, mais tous ceux qui étaient trop timides pour franchir ce seuil de verre dépoli. Mais comment Marcus, incarnant le pouvoir profond de cette institution, réagirait-il? Allait-il arrondir les angles, nier les faits ou s'accrocher à des apparences polies pour masquer la discrimination? Ou allait-il laisser la vérité se révéler, le système n'a jamais été fait pour tous? Un bref silence s'abattit sur la salle. Tous deux comprirent que ce moment, bien que bref, marquait la frontière entre exclusion et autodétermination. Dehors, le soleil s'était couché vers l'ouest, mais à l'intérieur, une bataille silencieuse venait à peine de commencer. Le bref silence dans la salle de conférence fut rompu par la voix saccadée de Marcus Cramer. Son regard, irrité mais trahissant une pointe de gêne, fixait Vivien à travers ses lunettes à monture dorée. « Mademoiselle Carter, vous étiez censée attendre que je vous appelle. » Chaque mot résonnait comme un verdict, à la fois un rappel et un avertissement, une autorité bien connue de tous ceux assis derrière ce bureau en acajou. Marcus insista sur le protocole à suivre, comme si le silence et la patience de Vivien étaient non seulement attendus, mais obligatoires pour quiconque ne figurait pas sur la liste des priorités secrètes de la banque. Vivien refusa de céder ou de ravaler sa colère. Sa réponse fut mesurée mais glaciale, « J'attends depuis plus d'1 heure et demie. » Elle n'avait pas besoin de plus de mots. Ces 7 syllabes au plus d'1 heure et demie transperçaient le vernis poli de la pièce, révélant une vérité que Marcus avait choisi d'ignorer ou tout simplement de ne pas voir. Elle n'était pas là pour supplier. Il était temps d'exiger des réponses. Marcus semblait désemparé, une main toujours posée sur une pile de dossiers, comme si c'était son dernier rempart. Il inspira, luttant pour retrouver le calme d'un homme maître de lui-même. « Je vous prie de m'excuser sincèrement pour l'attente. Mais aujourd'hui, nous sommes extrêmement occupés. Il y a un flux constant de clients, plusieurs VIP, des rendez-vous urgents. » Vivien ne le laissa pas se cacher derrière des excuses. Elle le coupa d'une voix ferme et sans complexe. « Je suis aussi client. J'avais un rendez-vous. Pourtant, j'ai vu au moins 5 autres personnes, certaines sans rendez-vous, être accueillies avant moi. Pourquoi ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. D'un côté était assis Marcus, incarnation du pouvoir exercé par les règles et les exceptions. De l'autre côté se tenait Vivien, portant non seulement sa propre indignation mais aussi la frustration d'innombrables personnes sous-estimées par ce même système. La douce lumière jaune au-dessus mettait en valeur les pas de doigts au coin des yeux de Marcus, des rides non seulement dues à l'âge, mais aussi à chaque fois qu'il évitait les questions d'équité. Il détourna le regard, son ton s'adoucissant à mesure qu'il s'éloignait, comme s'il s'adressait à une ombre plutôt qu'à une personne. Il doit y avoir une certaine confusion. Parfois, les procédures se chevauchent. L'accueil suit des directives distinctes pour les VIP ou des cas particuliers surviennent. Je vous assure qu'il n'y a aucune intention discriminatoire. Vivien soutint son regard. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Elle a profité de son avantage, sa question coupant court à ses déviations, ou est-ce un choix? 3 mots simples. Chacun d'eux attendait, étouffant toute faible justification avancée par Marcus. Ce n'était pas une simple question, c'était une accusation qu'il ne pouvait ignorer. Marcus déglutit difficilement et jeta un coup d'œil vers le couloir, espérant peut-être trouver un allié fantôme là-bas. Mais il était seul désormais. Pas de réceptionniste, pas de messagerie, pas de protection procédurale. Juste lui et la vérité qui attendait d'être révélée. Il a essayé de retrouver sa vieille confiance. Nous n'avons jamais l'intention d'exclure qui que ce soit ici. Madame Carter, nous évaluons les clients en fonction de leur profil, de leurs capacités financières et de leurs antécédents de crédit. Les premiers admis sont généralement des dossiers prioritaires, conformément à la politique interne ou aux instructions directes de la hiérarchie. C'est une flexibilité nécessaire pour une grande organisation. Vivien se pencha en avant, la voix aiguë. Et cette flexibilité, est-elle réservée uniquement à ceux qui correspondent à un certain modèle? À ceux que vous sentez appartenir, ou, pour le dire franchement, à ceux qui n'y correspondent pas? Ces paroles n'étaient plus polies, elles reflétaient le fonctionnement nu de ce système. Elle vit les doigts de Marcus se serrer, ses jointures blanchir d'inconfort. À cet instant, l'atmosphère devint pesante. Les boiseries sombres, la faible lueur des plafonniers, et même l'écran tamisé de l'ordinateur portable semblaient impuissants face au poids des préjugés et de la discrimination. Il ne restait plus rien à cacher, seulement la nature brute du pouvoir, le pouvoir de contourner les règles pour certains tout en ignorant les autres. Marcus a tenté de revenir à son dossier de prêt. Bref, j'ai examiné votre candidature.
impressionnante. Des finances solides, un business plan clair. Cependant, la politique s'est durcie récemment. Vivien l'interrompit une fois de plus. Ne me jugez pas sur la base de mon dossier. J'ai bâti mon entreprise de toutes pièces. Je connais ma valeur. Ce que je veux savoir, monsieur Kramer, c'est pourquoi ce même système applique deux normes totalement différentes. Pourquoi des gens comme moi préparés, programmés, pleinement qualifiés doivent-ils attendre, tandis que d'autres sont prioritaires sans aucune explication? Sa voix résonnait, libérée de toute retenue polie. C'était la voix de quelqu'un qui refusait d'accepter une vie passée en marge, une voix qui défiait un système qui triait les gens selon des critères invisibles et injustes. Marcus se laissa retomber sur sa chaise, son expression s'assombrissant sous le poids de ce qui l'attendait. Il savait qu'à partir de cet instant, chaque mot qu'il prononcerait pourrait soit servir de preuve contre lui, soit sauver le dernier lambeau de dignité dans ce qu'il considérait comme un procès équitable. La salle resta silencieuse, mais une frontière invisible avait été franchie, la ligne fragile entre subir l'injustice et exiger la vérité. Pour la première fois de la journée, Marcus sentit le changement. Ce jour-là, ce n'était pas lui qui fixait les règles, mais Vivant Carter. L'air était lourd de tension tandis que sa question persistait entre eux. De l'autre côté du bureau, Marcus se redressa sur son siège, les yeux rivés sur les imposantes piles de dossiers, cherchant désespérément un moyen de reconquérir l'autorité qui lui échappait. « Il n'y a pas de discrimination ici, mademoiselle Carter », commença Marcus, s'efforçant d'avoir l'air sûr de lui. Il avait répété cette phrase d'innombrables fois lors de formations internes, devant des auditeurs et dans des déclarations aux médias, mais cette fois, elle ne lui offrait aucun réconfort. Même lui percevait un léger tremblement dans sa voix, un tremblement né davantage d'une assurance que d'une véritable conviction. Imperturbable, Vivant refusa de se laisser distraire par ce vernis poli de promesses toutes faites. Elle se redressa, sans ciller, les mains jointes sur la table, et parla avec une clarté cinglante. « J'ai vu ce genre de comportement dans de nombreux endroits, monsieur Kramer. Poli mais exclusif. En apparence, vous me traitez de client, de partenaire, mais en pratique, vous me mettez sur la touche avec des attentes interminables, des excuses sans conviction et des exceptions réservées aux personnes appropriées. Tu appelles ça attendre, mais en réalité, c'est un refus indirect. » Le visage de Marcus s'empourpra, son calme habituel se brisant sous une gêne sincère. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bureau poli, trahissant son malaise. Ni son costume sombre, ni sa cravate brillante, ni sa plaque en laiton ne pouvaient masquer la défensive qui grandissait en lui. Sa voix s'éleva brusquement, presque brisée. « Voulez-vous parler de votre prêt ?» Ce brusque changement de ton, s'accrochant au protocole, ne fit que révéler sa véritable intention, masquer le véritable problème, le pouvoir n'était pas ici pour tout le monde, mais réservé à ceux que le système jugeait dignes. Vivant soutint son regard, calme mais intransigeant. Elle hocha la tête, non pas en signe de concession, mais comme un défi pour approfondir la question. Nous parlerons du prêt. Mais avant de parler des chiffres, je veux que vous regardiez la réalité en face, ceux qui m'ont précédé ce matin. Qu'est-ce qui les distinguait, au-delà d'être des clients blancs et familiers, correspondant à votre définition de l'appartenance? Marcus serra les poings, le souffle court. Il savait qu'il n'avait aucune défense. Cette vérité était trop flagrante, tout nouveau déni équivaudrait à masquer une fissure en plein jour. Nous suivons un processus standard d'admission des clients. Parfois des VIP ou des directives du siège, commença-t-il. Vivant l'interrompit d'une voix ferme mais chargée de colère. Combien de fois ai-je entendu client VIP ou directive du siège? C'est toujours un filtre pour les cas particuliers qui ne concernent qu'un groupe restreint et moi, qui suis qualifié selon tous les critères. Je reste l'exception aux celles qui restent assises dehors, qui attend, qui doit se rappeler d'être patiente jusqu'à devenir invisible. La tension monta dans la salle. Marcus n'osa pas la regarder dans les yeux. Il se détourna, manipulant maladroitement les dossiers, comme si les ajuster pouvaient lui redonner son calme. Vous vous trompez. Ici, nous évaluons les clients selon de nombreux critères, marmonna-t-il. Vivant n'avait pas besoin de plus de prétentions. Elle se laissa aller en arrière, inébranlable. Je ne me trompe pas. Pas seulement dans cette banque, mais dans toutes les institutions où j'ai travaillé. Vous fonctionnez selon des règles tacites. Vous prétendez que tout le monde est égal tout en mettant discrètement de côté des gens comme moi, espérant qu'ils resteront assez patients pour attendre, assez las pour abandonner, assez polis pour garder le silence. Marcus se tut.
Ses mains tremblaient légèrement sur le bureau. Le silence dura si longtemps qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'aiguille des secondes sur le mur. Pas de clic de clavier, pas de voix assurée de banquier, juste la vérité crue mise à nu, et aucun des deux ne pouvait détourner le regard. Au bout d'un moment, Marcus tenta de retrouver un ton professionnel, s'accrochant à une bouée de sauvetage. En tout cas, votre demande de prêt est solide. Si vous avez besoin d'aide pour la finaliser, je suis là pour vous aider. Vivant le regarda avec un regard à la fois compatissant et ferme, un rappel muet qu'elle n'était pas là uniquement pour un prêt, mais pour rétablir l'équité que le système avait érodée jour après jour pendant ces longues heures d'attente. Dans ce silence tendu, toute excuse tomba à plat. Marcus se recroquevilla derrière son bureau, le siège du pouvoir devenu un trône de défense, tandis que Vivant se tenait seul dans la pièce, aussi hardi que quiconque osait parler au nom des milliers de personnes submergées par cette soi-disant exclusion polie. Ils savaient tous deux, à partir de cet instant, que rien ne pourrait redevenir comme avant. La vérité avait été dite et le fossé entre l'équité apparente et l'injustice fondamentale était pleinement exposé. La tension dans le bureau de Marcus, déjà lourde de la vérité dévoilée, fut brusquement rompue par le claquement régulier des chaussures en cuir sur la moquette du couloir. Ce pas assuré et mesuré, si différent des pas hésitants des employés de Junior, attira instantanément l'attention de tous. Une voix claire et autoritaire retentit, décisive, sur d'elle, appartenant sans aucun doute à quelqu'un habitué à diriger une organisation entière. Alors que la porte de Marcus s'ouvrait, 3 hommes entrèrent, tous vêtus de costumes haut de gamme, de cravates sombres et de chaussures cirées. Ils arboraient l'aura invisible réservée à ceux qui détiennent véritablement le pouvoir dans le monde bancaire. À leur tête se trouvait Richard Langford, PDG de la Highland Crest Bank au symbole de réussite et d'autorité, secrètement craint par tous ceux qui étaient sous ses ordres. Son expression était à la fois sévère et expérimentée, son regard perçant scrutant chaque recoin de l'empire qu'il avait bâti. Pour Vivant, Richard n'était pas seulement un puissant PDG. C'était un ancien collaborateur de Carter sur les stratégies de grands projets. Dès qu'il la vit, son visage se transforma. Son air concentré sur le travail laissa place à un sourire chaleureux et surpris. Il s'avança rapidement vers elle, tendant la main devant un Marcus désemparé, comme si le directeur de succursale n'existait même pas. « Vivant, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu diriges toujours Carter Stratégie, n'est-ce pas ?» Sa voix emplit la salle d'une reconnaissance et d'un respect sincère. Vivant lui rendit son sourire, se leva et lui serra la main avec une assurance assurée. Elle n'était plus la cliente négligée d'une machine bureaucratique, mais une partenaire financière redoutable, invitée personnellement par le PDG de Highland Crest pour la conseiller sur la plus grande transformation numérique de l'année dernière. Oui, je suis toujours à la tête de Carter Stratégie. Quel plaisir de vous revoir, Richard. Sa voix résonna avec force, l'indignation lancinante d'il y a quelques instants se transformant en une confiance inébranlable, comme elle l'avait anticipé. Dans ce monde, une bonne poignée de main peut tout changer. Marcus se tenait derrière eux, le visage décoloré. Il n'aurait jamais imaginé que le client qu'il avait tenté de mettre à l'écart avec des protocoles flexibles aurait une relation directe avec le PDG, et encore moins un père. Son sang-froid apparent se transforma en une gêne palpable. Il balbutia, tentant d'intervenir. « Monsieur Langford, je ne savais pas que madame. » Richard ne se retourna pas. Il leva simplement la main pour devancer Marcus, le regard fixé sur Vivant. Pour quelqu'un dans la position de Marcus, ce geste était la fin de toute excuse. Les 2 membres du conseil debout derrière Richard hochèrent la tête à l'unisson au nom de Vivant Carter, leur visage exprimant un respect évident. « Vivant, je croyais que tu étais en voyage d'affaires à New York. Qu'est-ce qui t'amène à l'agence de Houston aujourd'hui ?» Vivant s'adressa directement à la PDG, sa réponse à la fois franche et pleine de tact. « J'avais rendez-vous avec Monsieur Kramer pour discuter d'un prêt pour un nouveau projet. Malheureusement, le délai a été plus long que prévu. » Richard marqua une pause, puis tourna son regard d'acier vers Marcus, le sourire aux lèvres. Il savait exactement ce qui s'était passé. Il avait entendu des dizaines d'histoires de succursales faisant preuve de souplesse envers leurs clients, mais cette souplesse avait clairement été mal appliquée. Plus longtemps que prévu, insista Richard, le ton léger des retrouvailles remplacé par le regard acéré d'un leader. « Combien de temps exactement, Marcus ?» Marcus se mit à transpirer, luttant pour retrouver son calme de manager mais visiblement secoué, ses yeux cherchant désespérément une bouée de sauvetage. « Monsieur, il y a eu quelques complications. J'en assume l'entière responsabilité. Mon emploi du temps est chargé.
Richard l'interrompit d'un ton décisif. Non. Je veux l'entendre de Vivant. Combien de temps? Sans hésiter, Vivant répondit, plus d'1 heure et demie. J'ai confirmé le rendez-vous et je suis arrivé à l'heure. Pourtant, ceux qui sont arrivés après moi ou certains sans rendez-vous ont été prioritaires. Un silence pesant envahit la pièce. Richard Langford jeta un coup d'œil aux 2 membres du conseil derrière lui. Eux aussi froncèrent les sourcils. Il reporta son regard sur Vivant, le remercia d'un hochement de tête, puis s'assit délibérément sur la chaise en face de Marcus. Instantanément, sa présence imposante comprima l'espace en un espace défini par la vérité et ses conséquences. Marcus ne put que baisser la tête, les mains jointes, l'homme qui réalisait qu'il venait de creuser sa propre tombe. Vivant n'était plus l'outsider marginalisé. Devant ceux qui détenaient véritablement le pouvoir, elle incarnait toutes les voix jusqu'alors ignorées et désormais celles que chacun devait entendre. Et à cet instant, le véritable pouvoir s'est révélé rappelant que personne ne reste invisible éternellement et que tout système, aussi habilement dissimulé soit-il, doit un jour affronter la vérité. La pièce sembla figée. Les bruits provenant du couloir furent atténués par la présence des 3 personnalités les plus influentes de la banque. Sous la lumière blanche crue, la confusion de Marcus devint douloureusement évidente, ses tempes luisaient de sueur, ses lèvres étaient sèches. Toute la façade impeccable dont il s'était servi pour manipuler les procédures était désormais brisée, révélant un homme oscillant entre la honte et la panique. Il balbutia, clignant rapidement des yeux. Nous. Il y a eu une erreur d'horaire, monsieur. Richard l'interrompit sans entendre la suite. Son regard était glacial, son visage figé dans une résolution impitoyable. La salle entière sembla se rétrécir sous ce regard. Combien de temps Miss Carter a-t-elle dû attendre? Demanda Richard sans quitter Marcus des yeux. Vivant comprit l'importance du moment. Elle croisa le regard de Richard, laissant le silence s'éterniser juste assez pour que le malaise de Marcus s'installe profondément dans la pièce, soulignant le prix de la discrimination et du mépris habituel. Finalement, elle expira et répondit, presque 1 heure et demie. L'un des membres du conseil d'administration, debout derrière Richard, fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à Marcus. Ce simple froncement de sourcils, venant d'un homme aussi expérimenté en politique que Marcus, avait plus de poids que sans condamnation en signalant une réelle menace pour sa position au sein de cette institution. La colère de Richard s'empara de lui. Ses mains se crispèrent sur le bureau, les jointures pâles, sa voix perçante d'une autorité glaçante. Marcus, sors. On en reparlera plus tard. Marcus resta figé un instant, puis baissa la tête en signe de déférence forcée. Oui, monsieur Langford. Il rassembla maladroitement ses papiers, lançant à Vivant un regard de regret teinté d'amertume, le regard d'un homme qui vient de réaliser que chaque excuse qu'il avait utilisée était devenue une cruelle plaisanterie. À cet instant, Marcus comprit la fragilité du pouvoir qu'il exerçait. Une vérité dérangeante, une question opportune, et tous ces masques et réseaux de privilèges s'effondrèrent. La porte claqua derrière Marcus, le son aussi définitif que dur, déchirant chaque couche de prétention derrière laquelle il s'était caché. Instantanément, l'atmosphère de la pièce changea. Plus de charades, plus de petits mensonges, seulement une froide réflexion sur les conséquences. Les 2 membres restants du conseil d'administration se tenaient au garde à vous, les yeux fixés sur Vivant comme s'ils la voyaient pour la première fois, non pas comme une cliente invisible mais comme quelqu'un qui ne pouvait plus être ignoré. Richard prit une inspiration profonde, ses traits s'adoucissant légèrement mais conservant toujours la sévérité d'un dirigeant responsable de la réputation de la banque. Il se tourna vers Vivant, le remords visible dans son expression. Je vous présente mes plus sincères excuses, Vivant. C'est totalement inacceptable à Highland Crest. Vivant hocha la tête d'une voix calme mais ferme. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, Richard, et je crois qu'une seule excuse ne suffit pas. Richard marqua une pause, puis s'adressa aux 2 membres du conseil d'administration. Veuillez rester après cette réunion. Je souhaite une évaluation complète du processus d'accueil des clients dans notre agence de Houston, et j'attends un rapport détaillé d'ici la fin de la semaine. La salle était lourde d'un sérieux sans phare. Un pouvoir avait été ébranlé jusqu'à ses fondements non pas par un scandale majeur, mais par l'accumulation de petites injustices qui, dès qu'une seule personne osait s'exprimer, faisaient tomber tous les masques. Vivant se rassit dans son fauteuil, sentant le poids de sa poitrine se dissiper peu à peu. Elle savait qu'elle avait accompli ce que peu ont la patience et le courage de faire, forcer un système tout entier à affronter sa propre vérité et obliger ceux qui se cachaient derrière des masques à payer pour leur discrimination. Dehors,
le soleil de midi de Houston brillait encore sur les trottoirs. Mais à l'intérieur de la salle de conférence, un calme orage s'était apaisé, laissant derrière lui un silence pesant et des regards différents, tournés vers Marcus, Vivant et Highland Crest Bank elle-même. Alors que la porte se refermait derrière Marcus, l'atmosphère se détendit, laissant place à un nouveau courant sous-jacent, l'attention concentrée de ceux qui façonnent véritablement le destin d'une succursale et même d'une institution financière entière. Richard Langford, qui n'était plus l'image d'un PDG glacial, tira lentement une chaise et s'assit en face de Vivant. Bien que léger, son geste en disait long sur son sérieux et son respect. Les deux membres du conseil s'avancèrent vers la table, se tenant derrière Richard comme des témoins silencieux mais indéniablement présents. Richard fixa son regard sur Vivant, sa voix baissant sur un ton qui portait à la fois regret et détermination. « Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses. Ce qui s'est passé aujourd'hui est absolument inacceptable à Highland Crest, et cela ne devrait jamais arriver à aucun client, et surtout pas à vous. » Il se pencha en avant, les yeux fixés sur chaque nuance de l'expression de Vivant. « J'ai besoin de tout savoir du début à la fin. Pas seulement les actions de Marcus, mais aussi la façon dont la réception t'a accueilli, à qui a été donnée la priorité, tout. » Vivant hocha la tête, sa voix calme et claire. Pour la première fois depuis une longue et pénible matinée, elle s'est sentie vraiment écoutée, non pas par des paroles polies, mais avec toute l'attention de quelqu'un prêt à prendre ses responsabilités et à arranger les choses. Elle a commencé son récit sans omettre un seul détail, le tout premier regard de Melissa Stone à la réception lorsque Vivant est entré, les réponses mécaniques et indifférentes peu après, les réponses « je ne suis pas sûr » du personnel sans réel effort pour vérifier ou expliquer. Chaque client suivant qui est arrivé après elle, des hommes blancs en costume gris, des femmes blondes en robe de créateur accueillies chaleureusement et escortées dans la direction sans attente ni vérification. De rendez-vous, le traitement spécial de Barbara Lancaster, une habituée clairement appréciée par la réception et le personnel, le processus étrangement flexible à son arrivée, le haussement d'épaules indifférent de Marcus et ses excuses douces tout au long, depuis le moment où il a laissé Vivant dans le hall jusqu'à son entrée audacieuse dans son bureau sans permission. Richard et les membres du conseil écoutaient attentivement, sans jamais interrompre ni manifester d'impatience. Chaque fois que Vivant décrivait un nouveau cas de froideur ou de priorité injustifiée, le visage de Richard s'assombrissait et ses lèvres se pinçaient. La salle s'est remplie de vérités révélées ou des vérités qui ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés mais de failles systémiques. Lorsque Vivant a conclu, elle a dit fermement « Je ne demande pas de traitement spécial. Je veux simplement bénéficier du même respect que tout autre client, et je crois ne pas être le seul dans ce cas. » Richard garda le silence un instant, puis se tourna vers ses collègues. « Vous entendez ? On parle sans cesse de diversité et d'inclusion. Pourtant, la réalité reste celle d'un système régi par des règles dépassées, imposées par des exceptions et des préjugés personnels. » Il se tourna vers Vivien, le regard fixe. « Ça ne se terminera pas par des excuses. Je prendrai personnellement des mesures concernant Marcus et toute personne directement impliquée. Mais plus profondément, je veux que vous sachiez que votre voix aujourd'hui a réveillé tout ce système. L'équité ne peut pas rester lettre morte. » Un membre du conseil d'administration a discrètement ajouté « Merci d'avoir pris la parole. Il y a des choses que les rapports internes ou les enquêtes auprès du personnel ne révèlent jamais. » Richard se pencha vers Vivien, son étreinte se resserrant avec détermination. « Nous allons faire réaliser une évaluation complète par nos équipes de gestion des risques et de ressources humaines. En attendant, je m'engage à approuver votre demande de prêt et à lancer un audit complet des processus d'accueil des clients dans toutes les agences. Si vous souhaitez me rencontrer directement, je suis à votre disposition. » Vivien croisa le regard de Richard et y vit non seulement une promesse, mais une reconnaissance sincère de sa valeur et du respect qu'un système doit à ses clients. Pour la première fois ce jour-là, elle ressentit une certaine légèreté, non seulement à cause du prêt, mais aussi parce que sa voix avait été entendue par les bonnes personnes, au bon moment et par la bonne personne. À cet instant, Richard comprit que le véritable pouvoir ne consistait pas à choisir qui avait la priorité. Il s'agissait d'avoir le courage d'affronter et de corriger ce qui ne va pas, même si cela impliquait de dévoiler les masques qui dissimulaient les failles d'un système. La salle de réunion était étrangement pesante, non pas à cause d'une tension manifeste, mais à cause du poids des responsabilités qui reposaient désormais sur les épaules de son dirigeant. Après avoir entendu le récit complet de Vivien, Richard Langford passa immédiatement en mode gestion de crise. Il se tourna vers un subordonné près de la porte, d'une voix ferme. « Où est le dossier de Mademoiselle Carter ? Apportez-le-moi. » En quelques minutes, un épais dossier estampillé,
Carter Stratégie, et portant la mention « Prêt d'investissement pour projet » fut déposé sur la table. Richard l'ouvrit, parcourant les sections du document avec la perspicacité d'un dirigeant chevronné, s'arrêtant sur les pages financières clés. Le silence se fit tandis que les membres du conseil d'administration et Vivien assimilaient la gravité du moment. Le sort, la réputation et l'avenir de la filiale étaient en jeu à chaque page. En moins de 10 minutes, Richard referma le dossier. Il leva les yeux vers Vivien, puis directement vers les 2 membres du conseil. Ce dossier est impeccable. Chaque critère dépasse nos attentes. Si nous avions suivi la procédure, Mademoiselle Carter aurait dû être approuvée dès le départ. Accélérons le processus. Je veux que l'email d'approbation lui soit envoyé aujourd'hui. Personne n'a osé tergiverser. Un membre du conseil d'administration a immédiatement pris des notes et a contacté l'équipe opérationnelle. Vivien a été témoin d'une véritable puissance en action, non pas d'une indifférence hésitante, mais de la vitesse, de l'efficacité et de la détermination, une transparence que les étrangers comme elle ne voient qu'à de rares moments. Richard se tourna vers les autres membres du conseil d'administration, d'un ton calme mais résolument ferme. Je souhaite un audit complet de notre processus d'accueil des clients dans cette agence. Tout, des procédures d'accueil et des confirmations de rendez-vous à la gestion des dossiers spéciaux et à toute exception survenue au cours des 3 derniers mois. Marcus Kramer sera suspendu dans l'attente d'une enquête interne. Comptez sur moi pour me présenter toutes les conclusions cette semaine. Un membre du conseil d'administration a hésité, puis a demandé, « Monsieur Langford, dans quelle mesure allons-nous tenir Marcus responsable ?» Richard n'a pas hésité une seconde. Cela dépend de l'enquête. S'il y a des preuves de discrimination ou de non-respect des normes de service, je ne tolérerai aucune excuse. La réputation de Highland Crest repose sur la confiance des clients, et non sur le pouvoir personnel de certains responsables. Le silence retomba dans la salle. Chacun des mots de Richard résonna comme un coup de massue à un engagement non seulement envers Vivien, mais envers tout le personnel de la banque. Le message était clair, il n'y a pas de zone grise pour ceux qui abusent de leur pouvoir, pas d'exception pour les préjugés intentionnels. Il se tourna vers Vivien d'une voix chaleureuse mais résolue. Je sais que des excuses ne peuvent pas effacer le mal causé, mais je vous promets que ce sera une leçon, non seulement pour Marcus, mais pour tout le système. Je vous enverrai personnellement une lettre d'excuse et j'en informerai tous les cadres supérieurs de Highland Crest. Cela ne se reproduira plus. Vivien croisa le regard de Richard pour la première fois ce jour-là. Elle lut dans ses yeux non seulement l'autorité d'un PDG, mais aussi une réelle compréhension de sa responsabilité dans un échec systémique. Elle hocha lentement la tête, acceptant le changement, même si elle savait qu'il ne se ferait pas du jour au lendemain. Finalement, Richard se leva et tendit la main. Ce n'était pas une simple offrande de paix, mais un geste d'engagement sincère, la preuve de la détermination d'une organisation à changer. Merci d'avoir pris la parole. Tout le monde n'a pas le courage de nous mettre face à nous-mêmes. Vivien lui serra la main, son sentiment de dignité et de sécurité revenant, non seulement pour elle-même, mais pour tous les clients qui avaient été abandonnés par une courtoisie froide. Dehors, le soleil de l'après-midi baissait la tête, sa lumière filtrait à travers les fenêtres et dessinait leurs mains jointes en silhouette. D'un côté se tenait un individu assez courageux pour exiger justice, de l'autre, une institution assez forte pour affronter ses erreurs, réparer ses torts et défendre son honneur. La lumière dorée de l'après-midi scintillait sur la table de conférence, soulignant l'importance de ce qui se déroulait ici, où une procédure interne avait été bouleversée en son cœur par la voix inébranlable d'un client autrefois considéré comme insignifiant. Vivien se tenait debout, le visage serein, mais le regard résolu. Les ridules au coin de ses yeux, la fatigue accumulée au cours d'une matinée passée sur le banc de touche, semblaient désormais remplacées par une conviction renouvelée. Elle avait fait le bon choix, et pas seulement pour elle-même. Elle regarda directement Richard, l'incarnation d'un système rigide il y a quelques minutes à peine, maintenant transformé en un leader prêt à affronter les erreurs et à agir. Monsieur Langford, je sais que vous vous efforcez d'arranger les choses. J'apprécie les engagements que vous avez pris, mais vous devez comprendre, approuver un prêt et présenter des excuses officielles ne peuvent effacer l'expérience d'avoir été rabaissé, traité comme si je n'en étais pas digne, simplement parce que je ne correspondais pas au profil idéal que certains ici supposent. Richard se tut, son expression révélant une véritable introspection et une conscience que le véritable mal ne vient parfois pas des chiffres d'un contrat mais de moments où l'humanité est niée par les regards, les mots, l'attente et un système qui met discrètement les gens de côté. Au bout d'un moment, il reprit la parole, la voix plus grave et plus lente qu'auparavant. Soyez assuré, Vivien,
ce que vous avez partagé aujourd'hui ne sera pas considéré comme un incident mineur et oublié. Je vous promets un véritable changement, un changement qui s'attaque à la racine, et pas seulement à la surface. Nous allons former à nouveau notre personnel, examiner chaque point de contact client et mettre en place des processus transparents afin que chacun soit traité équitablement. Personne ne devrait jamais juger de la valeur d'autrui sur la base de préjugés. Vivien hocha la tête, les épaules droites comme pour affirmer qu'elle écoutait, sans se laisser influencer par de simples promesses. Merci, Richard. J'espère seulement que la prochaine fois que quelqu'un assis dans le hall, à n'importe quel siège Highland Crest, n'aura pas à attendre l'arrivée d'un PDG pour être respecté. Le respect et l'équité doivent commencer dès l'entrée et perdurer jusqu'au départ de chaque invité ou pour tous, qu'il s'appelle Carter, Lancaster ou autre. La salle s'est plongée dans un profond silence, lourde du poids de cette vérité. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards, reconnaissant la rareté de ce qu'ils venaient d'observer, un client dont l'honnêteté et la détermination ont forcé toute l'organisation à se tourner vers l'intérieur. Richard s'avança, la voix pleine de détermination et d'humilité. Je te promets, Vivien, que je superviserai personnellement cette transformation. Fini les formalités, les poignées de main superficielles pour arranger les choses. Nous avons besoin de personnes comme toi, de celles qui osent dire la vérité et nous poussent à grandir et à mûrir. Vivien croisa son regard et y découvrit une profonde empathie unissant clients et dirigeants. Cette empathie, aussi ténue puisse-t-elle paraître, avait plus de pouvoir que n'importe quelle mesure administrative, rappelant à chacun que les indicateurs financiers et les objectifs de croissance ne valent rien sans le respect et la dignité de chaque individu. À cet instant, Vivien ressentit un profond soulagement, non pas à cause du prêt, mais parce qu'elle participait à un véritable changement, d'une exception, contrainte d'attendre patiemment, elle devint une voix suffisamment courageuse pour demander des comptes au pouvoir. Elle sourit à un sourire qui disait qu'elle n'était plus seule. Et à partir de ce jour, Highland Crest serait différent. La porte de la salle de réunion se referma derrière elle, coupant Vivien des discussions feutrées et des engagements nobles des plus puissants de la banque. Elle arpenta le couloir silencieux, chaque battement de cœur battant non pas d'anxiété ou de colère, mais de la vitalité féroce de la reconquête de son droit à exister et à être entendu. À la réception, Vivien ralentit et jeta un coup d'œil vers le bureau. Melissa Stone, autrefois architecte d'une indifférence glaciale, était assise, raide, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Leurs regards se croisèrent un instant avant que le sien ne s'éloigne, comme si son masque soigneusement entretenu avait été arraché. Aucune salutation confiante ne s'échappa de ses lèvres, seulement le silence embarrassé de quelqu'un confronté aux conséquences réelles de ses protocoles figés. Vivien ne dit rien, soutenant son regard calme, sans accusation ni pardon, mais sachant que le véritable changement commence lorsque ceux qui se sont tenus en dehors du cercle de l'équité osent regarder en eux-mêmes. Parfois, un seul regard suffit à rappeler à quelqu'un les barrières qu'il a érigées et le prix à payer pour les avoir maintenues si longtemps. Elle sortit de la banque, franchissant les portes automatiques en verre, laissant derrière elle les silhouettes de mannequins baignés d'un éclairage jaune raffiné. Dehors, le soleil du Texas brillait toujours, ses rayons brûlant le trottoir comme s'ils étaient déterminés à dissiper tout froid persistant, mais Vivien ne se sentait plus petite ni à sa place. Ses pas sur le large trottoir étaient réguliers et forts, comme si tout Houston s'était ouvert pour accueillir quelqu'un renaissant de sa quête inébranlable de justice. À l'ombre d'un arbre, elle s'arrêta et inspira profondément. L'asphalte chaud, les gaz d'échappement et une brise tiède se mêlaient autour d'elle, lui offrant une liberté qu'aucun argent ni aucun pouvoir ne pouvait acheter. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Vivien a vérifié l'écran. Un nouvel email de Highland Crest Bank, félicitations, votre demande de prêt a été approuvée. Veuillez consulter votre boîte mail pour plus d'informations. Elle sourit. C'était plus qu'une simple mise à jour financière ou une récompense pour sa persévérance. C'était la confirmation d'une victoire bien plus grande, un triomphe de dignité, de respect de soi et l'espoir de réveiller un système qui se croyait autrefois irréprochable. Une personne les avait fait s'arrêter, réfléchir et changer, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient enduré cela en silence. Vivien glissa son téléphone dans sa poche et leva le menton en entrant dans la rue ensoleillée. De l'autre côté de la rue, un groupe d'étudiants riait en rentrant de cours, et un chauffeur-livreur s'arrêtait près de son camion. Personne n'était au courant de la bataille silencieuse qu'elle venait de mener à l'intérieur de ces murs, mais Vivien le savait et elle savait qu'à partir de ce jour, chacun d'eux aurait un peu plus confiance qu'eux aussi pouvaient être vus et respectés pour ce qu'ils étaient vraiment. Sous le soleil brûlant du Texas, Vivien marchait avec légèreté, portant non seulement un prêt signé,
mais aussi une cicatrice guérie dans son âme et une profonde conviction. Parfois, il suffit d'une voix courageuse pour ébranler une institution endurcie et que les générations futures ne portent plus la honte de l'invisibilité dans un monde fier de son progrès et de sa civilité. Et tandis qu'elle tournait au coin de la rue, sa lutte silencieuse mais puissante persistait dans chaque regard, chaque geste et chaque rayon de lumière du jour, un rappel durable de la valeur irremplaçable du véritable respect. Le soleil de fin d'après-midi s'était adouci, sa lueur dorée s'étendant sur le trottoir de Houston et scintillant sur les imposants murs de verre de Highland Crest Bank, où quelques heures plus tôt, Vivian Carter avait été obligée de s'asseoir et d'attendre en silence. Maintenant que c'était terminé, elle s'arrêta et regarda ce bâtiment non plus une forteresse intouchable, mais le spectacle d'une lutte monumentale et silencieuse dont l'impact ne pouvait être nié. De loin, la lumière oblique traversait le verre comme un projecteur sur tous les coins d'ombre que le pouvoir et les vieilles habitudes de discrimination avaient longtemps dissimulés. Vivian resta immobile, les épaules détendues, le regard lourd, non seulement de fierté mais aussi d'une profonde empathie pour les millions d'autres Vivian Carter forcées d'attendre en silence simplement parce qu'elle ne correspondait pas à un idéal arbitraire. Quelque part, des milliers d'autres Vivian Carter sont encore obligées de rester assises et d'attendre sans être vues parce qu'elles ne correspondent pas à la définition de la norme. Cette pensée résonnait dans son esprit, non pas comme une complainte solitaire, mais comme une vérité non reconnue dans notre société moderne. Vivian ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. À cet instant, le bruit, la douleur, chaque excuse timide et chaque regard condescendant de personnes comme Melissa Stone ou Marcus Kramer, tout cela m'est revenu en mémoire. Mais cette fois, ces souvenirs n'avaient plus le pouvoir de la repousser. Au contraire, ils ont renforcé sa détermination à un signal d'alarme. Le respect n'est pas un don accordé par un système ou un individu, mais la récompense du courage, de la persévérance et de la croyance en sa propre valeur. Un petit sourire effleura ses lèvres. Elle pensait à sa mère, à toutes les générations de femmes de couleur qui ont gravi les échelons sociaux pour être retenues par des poids silencieux et sans fin, et aux hommes, aux femmes et aux enfants toujours bloqués derrière ces portes transparentes qui ne s'ouvraient jamais vraiment pour eux. Elle se rappelait, ainsi qu'à tous ceux qui avaient été licenciés, le respect n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est un droit, une qualité que vous devez revendiquer. Si vous vous sentez négligé ou mis en dernier, parlez-en. Un seul mot, un seul pas, un seul regard déterminé peuvent ébranler un système figé. N'attendez pas qu'on vous offre une place à table. Franchissez les portes opaques et exigez votre place. Et s'ils essaient de vous faire attendre, faites-leur rappeler pourquoi ils ont eu tort. Se détournant, Vivian laissa derrière elle cet édifice de verre, non plus impeccable, mais un lieu remodelé par son propre jugement. À l'intérieur, les processus étaient en cours de révision. Les masques étaient tombés et une institution avait été obligée de se regarder dans un miroir. L'histoire de Vivian Carter ne fera pas les gros titres et ne deviendra pas virale sur les réseaux sociaux. Mais cela a planté une graine indélébile dans l'esprit de tous ceux qui en ont été témoins, du puissant PDG et des membres du conseil d'administration à la réceptionniste autrefois arrogante, selon laquelle la véritable équité et le véritable respect ne peuvent pas être construits sur des exceptions silencieuses et des injustices cachées. C'est pas se joignir au flot des passants, le soleil couchant flamboyant encore devant eux. Mais pour elle, et pour tous ceux qui ont été contraints d'attendre sur la touche, un nouveau jour avait vraiment commencé. Partout où il y a de l'injustice, il y aura toujours quelqu'un d'assez courageux pour revendiquer son droit d'être vu et respecté. Que pensez-vous du parcours de Vivian Carter? Son courage inébranlable a réclamé le respect d'un système qu'on croyait immuable. Vous êtes-vous déjà senti négligé ou mis de côté parce que vous ne correspondiez pas aux normes de quelqu'un d'autre? Partagez votre expérience et vos réflexions sur l'équité et le respect dans le monde d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire de Vivian vous a ému, aimez-la, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour continuer à explorer ces leçons essentielles sur la dignité, la justice et le pouvoir d'une seule voix. Merci de votre écoute.